Et si votre téléphone vous permettait d'acquérir une fraction d'un palace parisien, d'une œuvre d'art ou d'une start-up prometteuse? La tokenisation répond à cette question avec un grand oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Token Talkers, votre podcast incontournable sur le Web 3.0 et plus précisément la tokenisation d'actifs. Plongez avec nous dans l'univers fascinant de cette technologie émergente et découvrez comment elle révolutionne notre monde, nos finances, notre économie et redéfinit les échanges de valeurs. Chaque semaine, nous accueillons des invités passionnés et engagés, tous animés par une vision commune: rendre ces technologies accessibles à tous. Ils partagent avec nous leurs connaissances approfondies, leurs expériences uniques et leurs perspectives d'avenir. Que vous soyez un professionnel aguerri, un investisseur avisé ou simplement curieux d'explorer cette révolution technologique, Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Hello à tous, bienvenue sur le 5e épisode de la philosophie du Web 3.0. Bienvenue sur cet épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, je suis avec Jean et on va discuter de plein de choses. On va discuter notamment de cette philosophie du Web 3.0 et comment est-ce qu'au final, on pourrait l'utiliser de plein de façons différentes. Comment ça va, Jean? Hello tout le monde, merci Lupo pour l'introduction. Bah écoute, ça va plutôt bien aujourd'hui. Merci pour cette introduction et je pense qu'on va pouvoir débattre d'un sujet super important et très intéressant pour tous. Et impatient d'essayer d'apporter des éclaircissements. Yes, 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 complètement. On a déjà fait donc 4 épisodes. Comme vous avez pu le voir, on va faire de sorte que on fait 4 épisodes où on vous donne un maximum de valeur, où on va plus très profond, dans les sujets. On essaye de vous apporter un maximum de connaissances, pour que vous compreniez, chaque thème, on va dire, d'une façon différente avec des angles et à chaque fois, on aura un dernier épisode, le 5e, où on sera là plutôt en train d'échanger, de discuter, de débattre, en fonction du thème principal. Par quoi on commence, Jean? Eh ben, écoute, on pourrait déjà commencer par, résumer rapidement ce qu'on a vu dans les épisodes précédents parce que c'est important, pour pouvoir comprendre le reste, de voir les autres épisodes, de liker, Ouais. partager, vous abonner à la chaîne. Donc on peut commencer déjà par ça et après vous avoir embêté avec, liker, partager une deuxième fois et abonnez-vous à la chaîne, on va revenir sur qu'est-ce qu'on a vu sur les autres. Alors effectivement, on a vu un tout premier épisode où on a expliqué quel était le Web 1, le Web 2 et le Web 3. Prenez vraiment le temps de comprendre parce que pour comprendre c'est quoi le Web 3? C'est important de comprendre c'est quoi le Web 2, c'est quoi le Web 1 et quelle est l'évolution entre chaque chose. Quelles étaient la limite peut-être du Web 1, quelle était la limite du Web 2 et maintenant quelle est la force du Web 3. D'accord? Ça, c'est super important. Puis après, on a parlé d'inclusion financière grâce à la technologie Web 3 qui permet à beaucoup de personnes d'avoir accès à des services financiers qu'ils n'avaient pas avant, hein. Et on ne parle pas forcément de pays ultra reculés ou de gens dans des peuples au fin fond de je ne sais pas quel pays de la Terre. On parle vraiment en France, en Suisse, même en Europe. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à plein de services financiers. Alors ça peut être des fois l'accès juste à un compte bancaire. Parfois, ça peut être des limites sur des transactions. Voilà, il y a plein de choses. Et donc ça, c'est aussi l'avantage du Web3, c'est que ça enlève ce genre d'inclusion. Et puis après, il y a Lupo qui a débattu un petit peu sur c'est quoi les DAO. Donc ça, c'était aussi super important pour nous de vous faire un feedback sur c'est quoi les DAO, l'avantage, l'inconvénient des DAO et quelle est la force. Et puis après, on a aussi parlé de la partie éthique du Web3, éthique, étatique et différentes choses par rapport à ça. Donc prenez vraiment le temps de regarder les 4 premiers épisodes parce que c'est des blocs de 5 à chaque fois. Et donc pour comprendre ce qu'on est en train de résumer dans le 5e, c'est aussi important d'avoir les informations des 2 premières. Et là, donc, du Ouais. coup, on va aujourd'hui regarder ensemble, Lupo, d'avoir la vision effectivement futuriste sur le Web 3. On le sait, ce qui est en train de se passer actuellement, mais on va essayer de se projeter sur l'évolution de la société avec ce Web 3, les avantages et tout ce qui va avec. Yes. Yes, yes, exactement. On a, préparé un petit peu des petits scénarios, qui pourraient être envisagés. Donc c'est des choses qui aujourd'hui
n'existent pas encore, mais qui pourraient être mis à disposition grâce au Web3 et grâce à ces technologies qui sont du coup incorporées. Et on va commencer du coup avec un 1er scénario, qui parle de la santé. En fait, on voit que, le traitement aujourd'hui des données dans la santé, c'est quelque chose qui est très centralisé et nous, on le voit aussi parce que, bah, on voyage régulièrement, on est un petit peu à droite, à gauche et cetera, et des fois, en fait, les données de santé, bah, du coup, elles sont pas du tout, enfin, elles sont pas du tout transportables. C'est-à-dire que moi, si, j'ai besoin de me faire, opérer en Espagne alors que je suis français, bah, ils ont pas du tout accès à mes données et ça, en fait, ça cause un vrai problème. Je sais pas si toi, tu as déjà vécu un petit peu ce souci-là, au niveau des données? Non, mais c'est totalement. Alors, il y a déjà effectivement le problème de transparence d'un pays à l'autre, parce qu'il y a des protections et en fait, d'un pays à l'autre, on ne peut pas transmettre les données, tout simplement parce qu'elles sont protégées. On ne voudrait pas que monsieur et madame tout le monde puissent accéder à nos données. Cependant, grâce à la blockchain, on a la possibilité de transmettre des données de manière ultra simple et sécurisée. D'accord? Ça, c'est la toute première chose et en plus de vraiment de la partie, faisabilité, de la transparence, c'est vraiment la partie d'envoyer des données et on a la traçabilité sur qui a vu les données, à qui on va les envoyer et cetera. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses, qui est vraiment peut-être très importante dans le Web3. On a déjà parlé, mais c'est vraiment la transparence, la traçabilité et la sécurité qu'offre la technologie blockchain derrière le Web3 et effectivement, dans le domaine de la santé, ça peut offrir à des patients beaucoup plus d'informations. Ça peut aussi leur permettre que chaque patient a un total contrôle de ses données. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne les partage pas à n'importe qui. On peut dire, bah, moi, en gros, sur Mmh. la technologie blockchain, mes données sont dessus. Je peux les partager à mon médecin en France, je peux les partager à mon médecin en Espagne ou à mon médecin en Suisse ou peu importe. Et c'est moi Mmh. qui est propriétaire de mes données, c'est moi qui les garde et c'est moi qui les partage à qui j'ai envie. Que, Ouais. actuellement, dans le domaine de la santé standard, vos données, c'est le médecin qui les a. D'accord? Vous avez une copie et le médecin en fait ce qu'il en veut. Bon, Ouais. On pour logiquement, il on les exploite pas, mais il pourrait. ouais, on pourrait très bien imaginer, je sais pas, un QR code, en fait, tout simplement, où on arrive chez n'importe quel, docteur ou chez n'importe quelle entité. Il scanne tout simplement, ce QR code et ça lui donne, bah, tout en fait, bah, l'historique des données, de la santé et tout ce dont il a besoin et à chaque fois qu'il y a une mise à jour qui est faite, bah, c'est mise à jour sur l'ensemble du coup, des infos, quoi. Ça pourrait être, en tout cas, c'est un scénario, qui est futuriste, mais qui pourrait en tout cas être une vraie aide, je pense et pour plein de personnes qui, voyagent beaucoup, qu'elles en aient envie ou pas, mais en tout cas pour être un vrai, ouais, un vrai plus. Et puis, bah, du coup, l'impact, c'est quoi? C'est que, bah, premièrement, il va y avoir, une approche qui sera améliorée avec des données qui seront aux bonnes personnes, aux bons endroits, au bon moment. Ça évite peut-être d'avoir, 2 fois une personne qui va utiliser, enfin qui va devoir je sais pas, vous avez déjà fait une prise de sang, vous avez fait déjà des scans, vous êtes suivi en France, vous avez un dossier médical complet, ça va éviter de refaire la même paperasse en Espagne et ça, Ouais. c'est incroyable. Et donc ça, c'est effectivement la partie sur l'efficacité au niveau des soins, mais on pourrait aussi réduire les erreurs parce que, imaginons, vous êtes suivi par un médecin depuis 10 ans en France et que demain, vous devez tout refaire et redémarrer de zéro en Espagne, bah, OK, vous pouvez lui Ouais. donner les informations que vous avez déjà vues, mais s'il doit tout recommencer de A à Z, les moindres informations, le temps que ça prend de récupérer le dossier, il peut y avoir des erreurs, perte de temps. Donc voilà, c'est vraiment ça qui pourrait, voilà, assurer, gestion de vos données et la meilleure transparence et les meilleurs soins pour vous. Et je vois, un exemple concret, tous les enfants, du monde, doivent passer par un cursus de vaccin, heu, mais en fait, ça, c'est décrété par chaque pays. C'est-à-dire qu'en France, on va dire: «OK, de 0 à 3 ans, tu dois avoir ces 3 vaccins-là, de 3 à 6 ans, ces vaccins-là» et cetera. Mais en fait, chaque pays fait un peu sa petite soupe et ce qui peut arriver, c'est que, bah, imaginons qu'un enfant, il naisse dans un pays et il arrive dans un autre, pays et on lui dit: «Bah, en fait, qu'est-ce que tu as eu comme vaccin?» «Ah mais d'accord, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Nous, on fait pas ça, on fait différemment».
Et du coup, les médecins, ils sont un peu là à tatillonner, à dire: «Bon, OK, je pense que ça il y a ça qui a été fait, il y a ça qui a été fait, bon, on va faire ça». Et du coup, ça enlève aussi de la précision, dans le domaine médical, quoi. Donc, le fait en tout cas d'avoir, ouais, le fait qu'on puisse transporter ces données et qu'on puisse vraiment dire: «OK, il y a ça qui a été fait et c'est transparent et tout le monde peut le voir ce qui a été fait, hem, avec notre consentement», entre guillemets, je pense que c'est un vrai, ouais, c'est un vrai plus en tout cas. Une vraie idée de start-up en tout cas, c'est clair. Ouais, Il y a je vraiment pense que quelque chose à faire. l'historique des données, c'est vraiment, vraiment très, très important et je pense que ça va être la clé dans le futur et quand on parle de données, on parle effectivement de données médicalisées, on va prendre d'autres secteurs d'activité aussi, mais ouais, c'est super important, hein, augmenter, et augmenter tout ça et en plus, l'efficacité des données va bientôt être optimisée par, l'intelligence artificielle. C'est Ouais, déjà le cas, ça fonctionne de plus en plus donc l'intelligence artificielle plus la blockchain, plus la protection des données, la transparence et cetera, bah, tout ça va être un résultat simple, amélioration des systèmes de santé de manière internationale. Mais ça peut être même en France, parce que là, on a parlé France-Suisse, France-Espagne, mais parlons tout simplement de France, je ne sais pas, Paris et France-Marseille, ouais, ou France-Lyon. Enfin, je suis un ouais, c'est médecin, vrai. je dois envoyer les données. Mes données, elles peuvent être piratées, c'est sur un cloud, on ne sait pas, je peux me les faire voler. Non, sur la Ouais, c'est blockchain, vrai. vous ne pouvez pas. C'est ultra Oui, on sécurisé, parle vous bien ne oui, oui, pouvez tu as pas raison. vous faire Ouais, c'est ouais. important parce qu'il y a des gens de toute façon, moi, je On vais prend jamais changer. l'international. C'est Ouais, cool, on prend l'international, mais le national, en fait, aussi, et encore, national en France, mais il y a des pays où le national, c'est comme si c'était l'international. Enfin, c'est vraiment tellement. compliqué. Ouais, OK, cool. Bah, prenons par Cool, cool, exemple cool. l'exemple de la Suisse, qui est un pays, comme chaque, canton a sa propre politique, ses propres, parfois même sa propre langue. Bah, je sais pas, je me fais opérer à Lausanne et après je veux aller à Zurich. OK, dans les systèmes de santé, il y a les informations, mais ça peut se partager pas forcément bien, bah, d'un pays à l'autre, enfin d'une région à l'autre, d'un canton à l'autre. On est limite étrangers. Des fois, les gens de Suisse allemande arrivent en Suisse francophone, ils se disent en Suisse romande, ils se disent: «Oh là là, mais je suis où c'est pas la même Suisse» et ceux qui à Genève ou à Lausanne et même Montreux et qui vont, en Suisse allemande, ils se disent: «Ah oui, là-bas, c'est quand même un pays qui est différent» et parce que ça fonctionne, totalement, ouais, totalement de manière différente. Donc je pense que ça peut être important sur du long terme de pouvoir dire: «Bon, bah, OK, je veux absolument dire: "Bon, cette personne-là, je lui donne mes données, je lui donne pas mes données, j'en suis propriétaire"». C'est moi-même qui décide de ce que je veux faire, où, quand, comment et ça, c'est quand même super important. Ça, je pense que c'est quand même super important, il faut vraiment le noter. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité comme ça, Lupo, qui te Ouais, viennent en tête? ouais, il y avait tout ce qui était, au niveau de la mobilité. En fait, un scénario, qui peut être intéressant, c'est aussi, on voit que ça a commencé aux États-Unis, mais c'est tout ce qui est, les véhicules autonomes. Et en fait, on pourrait, intégrer, directement un réseau de avec la blockchain, et chaque véhicule, il agit vraiment comme, on va dire un nœud indépendant, mais qui va être connecté. C'est-à-dire qu'on a vu, il y a eu d'ailleurs, il y a quelques semaines, je sais pas si tu as vu, il y a eu un Non, j'ai pas problème encore où vu. je sais pas eu ce qu'il y a eu, mais en fait, il y a eu un bug dans le système et toutes les voitures autonomes, elles se sont toutes rassemblées à un seul et même endroit. Il y avait, je sais pas, il y OK. avait 50 voitures, je sais plus je crois que c'est les Google, qui se sont entassées en fait dans une rue à une intersection. Ils ont dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» En fait, on comprend pas. Et ça, bah, je pense qu'avec, pareil, avec, tout ce qui est blockchain et cetera, on pourrait, faciliter cette communication, bah, entre les différentes voitures pour que ça arrive pas tout simplement. Et après tout peut être géré même, en termes de location en fait. Directement on arrive et ça se fait déjà, hein, le système de QR code. OK, j'arrive, je scanne et tout de suite je peux louer ma trottinette, je peux louer ma voiture et cetera. Mais ça reste sur des réseaux, on va dire, qui sont centralisés, et il y a je pense une optimisation à faire par rapport à ça. Tellement. Donc dans ta vision, en gros, ça serait que chaque véhicule devienne le propre nœud, le propre bloc de la blockchain. Ouais, en Ça fait serait on ta vision. Ouais, exactement, on peut, et même chose, on pourrait dire, ben, OK, on revient aux données, mais même chose, on pourrait dire, bah, OK, bah, telle voiture, qu'est-ce qui a été fait sur cette voiture? On scanne le QR code, on voit tout ce qui a été fait dans Tellement. le moteur, on voit tout ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut pas faire,
qu'est-ce qui a été changé, quand, quoi, comment et entre guillemets, on peut avoir plus de transparence par rapport au ce qui a été fait sur la voiture. Mais imaginons, je veux acheter une voiture et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a été fait dans le moteur, bah, boum, je scanne le QR code, je regarde un petit peu et comme ça, j'ai plus de transparence par rapport à ça. C'est incroyable Toi, parce que ton je tour? pense qu'on a tous alors il y a des gens qui ont la possibilité d'acheter des véhicules neufs, mais il y en a Ouais, beaucoup qui achètent, quand même des véhicules d'occasion et c'est ouais, vrai c'est que, clair. tout le monde a le même problème. Le carnet d'entretien, alors des fois il y a des carnets qui sont mis à jour, d'autres pas à jour, mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas forcément fait le travail Ça reste un bout de et papier. pareil, Ça on reste un bout de parlait de papier, quoi. transparence et de sécurité, bah, Ouais, c'est ça. mais c'est ça, ça reste un bout de papier et moi, si demain j'ai envie de gribouiller un truc sur le bout de papier, bah, je peux le faire aussi, quoi. Ouais, 100 et ça permet ouais, effectivement, ça va permettre de sécuriser les gens sur l'achat, d'avoir une meilleure traçabilité sur un véhicule qui a eu 15 ans. Est-ce que c'est une première main, deuxième main, troisième main, quatrième main? Est-ce que les entretiens ont été faits à jour? Est-ce que typiquement, peut-être la voiture, elle a été accidentée, elle a été considérée comme épave et la personne a réparé cette voiture-là, l'a refait expertiser et puis, bah, le véhicule roule de nouveau. Est-ce que moi j'aurais vie, même si elle a été expertisée et que tout va Mmh. bien et qu'à l'œil, elle est jolie, est-ce que j'aurais envie d'acheter un véhicule qui a été considéré comme épave avant? Si j'ai pas la trace et que personne ne me le dit, bah, je peux pas censé savoir. Par contre, Ouais, avec la blockchain, si on met tout ça dans des smart contracts et qu'à chaque fois qu'on vend une voiture, la vente de la voiture, est liée à un smart contract, on sait le nombre de propriétaires, on sait qui a fait quoi, on a la traçabilité effectivement de l'entretien et du carnet d'entretien, comme tu le disais très justement. Et tout va être interconnecté et c'est ça le Web 3. C'est vraiment ouais, ça le Web 3. je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Je pense qu'en plus de ça, si on peut prendre des cas concrets, peut-être aussi d'applications, on parlait de transactions, mais on peut, de transactions, de ventes, mais il y a aussi quelque chose qui se fait beaucoup dans le transaction automobile, c'est la location de véhicules et même, les systèmes de paiement par rapport au péage. À partir du moment où tout est interconnecté, et que la voiture, elle a peut-être son propre smart contract à l'intérieur, ou elle est liée avec un genre de QR code, bah, tout le système de facturation s'augmente et heu, on sait en temps réel ce qu'on a consommé, ce qu'on a payé. Alors il existe différents systèmes d'un peu les télépéages aussi pour ça, mais même pour la location, on peut savoir, je suis une usine, je suis Europcar, je suis Sixt, hem, pour citer différentes marques. Je Pour gérer mon parc automobile et je veux savoir qui est alloué où, à quel endroit, au quel moment, bah, l'avantage c'est que là, j'ai la traçabilité de tout ça. Donc ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Ça existe aussi déjà avec des Google Maps, des Waze et tout ça, mais on peut aussi savoir quel véhicule est à quel endroit, à quel moment, pour que les personnes qui ont un GPS connecté au Web 3 puissent avoir un système qui va leur permettre de réduire les embouteillages, leur faire, utiliser des itinéraires différents et ça, c'est quand même vraiment, vraiment une nouveauté et puis, peut-être aussi améliorer, du coup, la sécurité des gens parce que qui dit pas de bouchon, peut-être pas d'accident à cet endroit-là, pas de risque, faire gagner du temps, moins de fatigue sur la route et cetera et cetera. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est clair. C'est clair que ça peut être, ouais, ça peut être intéressant. Je pense aux applications comme Waze qui fonctionnent déjà pas trop mal. Mais je serais curieux de savoir, qu'est-ce que la blockchain, elle pourrait apporter en tout cas, par rapport à ça. Mais comme tu dis, peut-être que ça on peut faciliter encore plus, la transparence, les automatisations avec des smart contracts, avec des choses, qui permettent de rendre la chose ouais, encore plus facile, Encore plus sexy. encore Non, plus mais c'est sexy, ouais. sûr. Comme Ouais, on c'est le clair. dit depuis le début des podcasts, le Web 3, c'est vraiment le balbutiement. Donc, autant vous dire que c'est vraiment que le début. Heu, c'est comme,
l'évolution entre le Web 1 et le Web 2 s'est passée en 1994-95 jusqu'aux années 2000 où c'était vraiment l'évolution du Web 2 et les débuts du Web 2. Et que pour la plupart des gens, bah, entre 94 et 2000, la plupart, ils avaient même pas encore, ils avaient peut-être Internet, mais ils n'utilisaient pas le Web 2 comme on l'utilise maintenant. Et si on prend le Web 2 en 94-95, même avant les années 2000, et la bulle Internet et ce qui se passe maintenant, donc 23 ans après, 25 ans après, voire presque 30 ans après, bah, l'Internet, c'est pas la même chose. Donc là, on parle d'un Web 3 qui va encore évoluer les 30 prochaines années et à la vitesse où ça va, on n'imagine même pas ce qui va se passer. Et là, ce qu'on évoque, c'est peut-être même 10% de ce qui se passera dans le futur, tellement qu'il y a des possibilités qui seraient juste énormes. Donc, ouais, c'est vraiment incroyable et on pourrait peut-être aussi travailler sur donc là, on parle des systèmes éventuellement de transport et il y a aussi tout le système qui va révolutionner aussi, c'est, l'objectif notamment en Europe qui est, la décarbonisation, des Ouais. systèmes de transport en 2050, hein, c'est le Green Impact et ça, c'est vraiment c'est même plus qu'une volonté, hein, ça a vraiment été voté et tous les pays doivent s'y mettre. C'est en gros, il y a plus de pollution en Ouais. 2050 et grâce à ça, on va peut-être pouvoir, encore révolutionner encore mieux, l'écosystème, des transports pour qu'ils soient encore plus efficaces, plus sûrs, moins polluants, sans friction et tout ça, ça va, bah, sûrement réduire encore considérablement, bah, le temps de trajet, la pollution et cetera et cetera et Ouais. tu imagines, Mais c'est 2050 parce que moi j'ai vu aussi 2030, mais c'est peut-être des sous-steps, c'est en qu'ils ont étapes. mis. Par exemple, je vois que Apple, ils ont dit: «Ouais, 2030, tout est clean, tout est nickel». Mais ouais, c'est peut-être des sous-étapes qu'ils mettent et 2050, mais c'est quoi du coup? C'est une émission de CO2, C'est maximum? ça. C'est quoi exactement? Si on peut prendre un petit peu pour comprendre rapidement et pas non plus être trop à fond dans un podcast écologique, en gros, effectivement, c'est plusieurs étapes. Il y a déjà passé la plupart des véhicules. Donc, quand on parle de véhicules, souvent les gens font référence à la voiture. Non, il n'y a pas que les voitures. Il y a les trains, Ah il y a non. les avions, il y a les bateaux. Il faut savoir que déjà, on prend les plus grosses compagnies maritimes, sont en train déjà de travailler sur des technologies sous-jacentes pardon, à la technologie actuelle liées à pétrole et tout ce qui est les dérivés du pétrole qui permettent d'avancer. Donc, on parle pour les avions, le kérosène, les bateaux, les trains aussi qui fonctionnent soit à l'électrique pour la plupart et tout ça, bah, c'est polluant. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir travailler de plus en plus à l'électrique et il y a déjà plein de gens qui commencent à avoir de plus en plus de véhicules électriques. Donc, ça, c'est une première phase. Mais l'électricité, ça pollue en fait. De fabriquer de Ah ouais, bien sûr. l'électricité, ça pollue. C'est des centrales à charbon, c'est différentes choses. Et les gens se disent: «Ah bah, c'est bon, je tourne à l'électrique, je pollue pas». Bah, en fait, avant, oui, ta voiture, elle pollue pas. C'est Certes, mais pour déplacé, avoir ouais. fabriqué ça, ça a pollué. Ça déplace en fait le problème, quoi. Ouais, ouais. Ça en fait, du coup, ça déplace la responsabilité du problème en se disant: «Bah, moi, je pollue pas». Oui, mais la personne qui te vend de Ouais, ouais. l'électricité, bah, lui, il pollue. Donc après, l'évolution, ça va être gentiment d'attaquer l'hydrogène, d'accord? Ouais. Parce que pareil, les batteries, elles sont polluantes. Enfin, il y a plein de choses, hein, dans les voitures, dans l'écosystème, de l'électricité. Donc ça va être de se déplacer à l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est quoi? C'est, en fait, un système qui, évacue de ton moteur de l'eau, tout simplement. Donc en fait, alors c'est pas que de l'eau, mais en gros le système tu as l'impression que ça pollue que de l'eau. C'est comme en gros un système aussi de batterie, mais c'est des batteries à hydrogène et en fait, la force de l'hydrogène, c'est il peut être moins polluant à fabriquer et ça c'est pas le cas de tous les hydrogènes. Mais par contre, et c'est là où va être le challenge au même principe que l'électricité, comment va être fabriqué l'hydrogène? Pour être très rapide hein, dans le système, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se poser la question, comment on fabrique de l'hydrogène? Bah, c'est facile en fait, de l'hydrogène, c'est de l'eau, où dedans on met le plus et le moins de l'électricité, on envoie de l'électricité dans l'eau, de cette électricité, enfin dans l'eau, ça va fabriquer des genres de bulles, et qu'est-ce qui va sortir? Des bulles d'hydrogène, des bulles d'oxygène. Et donc la force de ça, c'est qu'on va pouvoir vendre les bulles qu'on a récupérées en hydrogène pour les voitures et l'oxygène, par exemple, aux hôpitaux. Et même à deux personnes qui manquent d'oxygène. Donc la force de l'hydrogène, c'est ça. C'est qu'on peut fabriquer deux choses en même temps et que ce n'est pas polluant. Mais par contre, pour fabriquer de l'électricité, comment on fait? Si on utilise encore les centrales à charbon, ça sert à rien. Si c'est de l'électricité normale, en fait, on va autant polluer qu'une voiture. Donc en fait, l'idée pour les gens, dans leur tête, c'est de trouver une solution pour fabriquer de l'hydrogène vert, c'est-à-dire pas de l'hydrogène polluant, mais de l'hydrogène vert qui a été fabriqué de manière verte.
Et là, bah, c'est l'éolien, ça peut être des centrales, avec des panneaux photovoltaïques, enfin voilà, il y a plein de systèmes et là, on part sur quelque chose qui est de l'hydrogène vert et après même, il y a même l'hydrogène vert, si on veut un peu, aller dans le truc. Bon, on a débordé un peu du web 3, mais Ouais, mais mais oui, l'idée c'est intéressant aussi parce qu'on le sait dans tout ce qui est, enfin moi je trouve que c'est alors c'est pas lié, directement, mais on sait que quand on travaille sur des nouvelles technologies, on a aussi, une responsabilité par rapport par rapport à comment est-ce qu'on va pouvoir créer ces nouvelles technologies et on sait que c'est un gros, gros secteur, l'énergie. Voilà, c'est un secteur qui est, infini, c'est tout le monde, cherche l'énergie, l'énergie, l'énergie. Quelle énergie va pouvoir, être, illimitée, va pouvoir être, pas trop polluante ou trop mauvaise pour cette planète, ou pour, les gens qui y habitent. Donc, dans tous les cas, c'est aussi lié. Hem, Nous aujourd'hui, on travaille sur une technologie, qui vient enfin, c'est une surcouche technologique sur quelque chose qui existe déjà, donc c'est différent. C'est pas comme si c'était enfin, c'est une nouvelle technologie, mais qui va révolutionner, on va dire, la façon dont on vit, dont on se déplace et cetera. C'est plutôt quelque chose en plus qui nous permet à nous de «faciliter» entre guillemets notre quotidien. Donc, je pense qu'en tout cas la blockchain c'est important de pouvoir, trouver des choses, qui vont être, ouais, qui vont faire que qu'on pollue pas tant que ça parce que, j'ai pas la consommation et ça pourrait être intéressant dans un épisode de regarder au final, bah, cette blockchain, quel est son coût énergétique et je sais qu'il y a des gens qui sont en train de travailler, bah, durement pour ça et de voir un peu, bah, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, quoi. Dernier, j'ai un dernier sujet, un dernier scénario qui est intéressant, qui est un petit peu, un peu décalé, enfin un peu décalé, pas forcément, mais en gros, il y a un système, un scénario système de judiciaire décentralisé. OK, En gros, l'idée, c'est d'avoir des tribunaux, on va dire, numériques et là où, ça se passe sur la blockchain, où les jurés, en fait, ils seraient décentralisés. Les jurés seraient choisis de façon complètement aléatoire et du coup de façon complètement anonyme et ils pourraient juger des petits cas, des petits litiges ou des petites violations, contractuelles. Vraiment des petites choses. Donc on parle pas des grosses peines et cetera. Mais en gros, les petits litiges où il y a pas forcément besoin un c'est excès de juste vitesse, ouais, c'est juste du «bon sens» entre guillemets, où les citoyens, bah, ils pourraient eux aussi donner leur avis et du coup tu les rais tu débats et tu donnes ton vote en fait directement, sur la blockchain avec des smart contracts et le verdict, il est rendu directement, bah, par le consensus, parmi ce qui a été décidé en fait par les jurés. Donc en fait, ça réduit un peu les coûts judiciaires, ça accélère le processus, de la résolution des les litiges et ça permet entre guillemets des fois on peut dire: «Ouais, les juges, ne sont pas avec nous, sont contre nous» et cetera. Bah, si tu redonnes un peu de pouvoir au peuple, alors évidemment encore une fois, hein, ça serait plutôt pour des petites choses. Hem, il y a une espèce de si demain on sait qu'on peut être jugé par n'importe qui et que peut-être nous on est amené à juger des personnes, ça nous humanise un peu plus, je pense et ça nous «rouvre un peu aux autres» entre guillemets. ouais. Hem, donc voilà, je sais pas ce que tu en penses de ce scénario-là? Bah, je pense que la partie judiciaire, c'est vraiment une tâche assez compliqué à gérer. Si par exemple, des fois, on voit des sondages sur internet, que pensez-vous, je sais pas, de la peine de prison de telle ou telle personne? Et en fait, il y a quand même, souvent les opposés, des fois ça joue à du 50-50, Ouais. et quand peut-être, une on parle, d'une par exemple, je sais pas, une petite amende ou des trucs assez faciles pourraient être votés par, monsieur et madame tout le monde, bah, ça peut être super intéressant et ça peut aussi jouer. Moi, je me fais l'avocat du diable, hein. Je me dis: «OK, le web 3 c'est cool là-dessus», mais je me dis: «Imagine, je sais pas, je suis un influenceur ultra connu, il y a tout le monde qui veut, m'embêter, heu et que je sais pas, je vais avoir une peine». Bah, il y a les gens qui sont contre moi, ils vont, tous, vouloir, peut-être presque
mon échec, alors qu'ils ont même pas regardé mon jugement. Puis de l'autre Mmh. côté, il y a des gens qui vont arriver, qui vont dire: «Oh là là, mais lui, je le soutiens parce que je l'adore, je regarde toutes ses Ah non, vidéos». justement, non, justement, c'est là où Ça ça est la va force, c'est que c'est anonyme. C'est que même la ah! personne qui se ferait juger serait bah, pour moi, pour que ça fonctionne, il faudrait que tout le en fait, tout est anonyme, en fait. Les gens qui sont jugés, les jurés, tout le monde. Donc en fait Décentralisé complet et en fait, c'est ça, c'est il y a une affaire de une personne, on ne sait pas qui c'est. On sait peut-être que c'est un homme, une femme et encore ça, peut-être même pas au final. On sait pas d'où elle on sait pas exactement de quelle ville elle est, on sait pas. On n'a pas toutes ces informations justement qui permettent de dire: «OK, une personne a fait une infraction. Qu'est-ce que» et du coup, ça nous permet de centraliser sur ça. Si cette personne alors après je sais pas comment est-ce qu'elle pourrait se défendre, heu, à voir, je sais pas. Mais pour que ça fonctionne, en tout cas, à mon sens, il faudrait que du coup, ah oui, tout soit anonyme. Tout soit ouais, anonyme, 100. 100. Ça va peut-être commencer par, que des juges, c'est-à-dire derrière, en vrai, que des professionnels qui pourraient juger en Ouais, même temps, de la responsabilité de la personne ou pas. Et puis peut-être après ça ira vers un tribunal qui serait un peu plus large. Mais effectivement, je pense que dans un premier temps, ça va commencer avec un panel, de jurys complètement diversifié. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça va commencer, de tout horizon, de tout bord, de tout pays, de toute confession, vraiment de tous les styles, mais ouais, complètement diversifiés. Et parce que souvent, et on parle notamment de la corruption, souvent, et dans plein de pays. Typiquement, je sais pas, je suis en Colombie, je sais pas, je prends un pays d'Amérique latine comme ça au hasard. ouais. Je suis en Colombie et j'ai peur de ma peine parce que je sais que le juré, il est pote du policier, qui est le frère du cousin de la sœur de, Mmh. etc. Non, les jugés, vous inquiétez pas, les jurés, pardon, Ouais, ça va être des gens, vous allez être jugés de manière vraiment impartiale avec des gens partout dans le monde qui vous connaissent pas, qui savent pas qui est votre, père, votre ouais, sœur, votre mère et ce que vous avez pu faire ouais, avant. Et tout ça, ça va être juste incroyable. Et je pense qu'effectivement, si on doit, décentraliser un maximum le système judiciaire, c'est de pouvoir, bah, se faire juger, et que les personnes qui font des erreurs puissent se faire juger de manière impartiale ouais, c'est avec, clair. des gens qui soient de tous bords, vraiment ultra diversifiés, avec, bah, voilà, des litiges qui seraient inclus dans les smart contracts, avec des verdicts qui seraient rendus par un consensus, de jurés diversifiés à travers le monde. Et ça serait tellement beaucoup plus rapide. Ça serait parce que un juré, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens parmi l'audience qui ont eu la possibilité un jour d'aller au tribunal, hein, que ça soit en termes de public, mais en termes personnels. En fait, les procès sont super longs. Des fois, il y a des jugements qui peuvent prendre mais des années et des années et qui peuvent vous bloquer à titre personnel pendant des années parce que vous avez juste un petit truc, vous avez les jurys qui prennent du temps, enfin voilà, Ouais, il y a des litiges qui sont super longs et ils pourraient être résolus en ligne et les jurés, au lieu de faire peut-être une plaidoirie, par heure pendant, je sais pas, pendant et en faire 3 par jour, bah, ils pourraient peut-être, en même temps, en faire beaucoup plus. Parce qu'en fait, il y a mmh des mh. pays où peut-être, il y a des jurés qui sont un peu en mode attente, ils n'ont pas grand-chose à faire. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus la course et ça pourrait mettre aussi nivelé. Et il y a peut-être des jurés qui aimeraient bien travailler plus que dans leur tribunal et travailler un peu la nuit, à la maison. Enfin voilà, on sait tous ce que c'est de pouvoir, voilà, quand on aime son travail, on pourrait vouloir y travailler quasiment tout le temps. Et il y a peut-être des jurés qui feraient ça. Ça permettrait peut-être de réduire les coûts, d'accélérer tout ça. Et le système, ouais, le système judiciaire, ça pourrait être, vraiment incroyable aussi de le Ouais, ça travailler. peut être, On parle de vraiment de système décentralisé, on parle de judiciaire et de limite, tu t'expliquais juste avant que les gens pourraient plus ou moins voter pour, en disant: «Bah, toi, tu fais une erreur, toi, tu la fais pas et tout». Mais du coup, on pourrait parler en droit de vote, bah, d'élection démocratique. Tu imagines ça? Ça serait ouais, aussi pas mal, non? c'est ce que dans l'épisode là, bah, du coup, dans l'épisode sur la DAO, c'est ce que j'expliquais qu'en fait, il y a déjà des pays à l'est qui notamment en Estonie, qui l'ont mis en place. Avec une plateforme donc e-démocratie. C'est pour ça que je vous invite à aller voir l'épisode 3 de cette série et j'explique comment ça fonctionne et cetera et les personnes ont déjà un accès à ça, en tout cas en Estonie. Mais ouais, ça peut être global, ça pourrait être vraiment top. Donc c'est un sujet qui est super intéressant. Donc en gros, tu dis aux gens: «S'il vous plaît,
heu, allez regarder l'épisode sur la DAO où effectivement Exactement, on explique tout on en explique profondeur. comment on pourrait Ouais, ouais, travailler c'est vraiment très, très les ouais. Ouais, ouais, ouais. Chaque personne a un droit de ouais, vote, a un token et ce token, c'est un droit de vote et donc ils peuvent voter à des sondages. Ils ont beaucoup plus de l'État a beaucoup plus de feedback aussi, donc prend des décisions un peu plus éclairées en fonction des feedbacks de la population et ouais, super, super intéressant. et ça peut E-démocratie, être ça s'appelle. C'est intéressant. OK, Ouais, ouais. Ouais, e-démocratie ouais et donc du coup, ça peut être les droits de vote des sociétés également? et Les ça peut être gouvernances des aussi, sociétés, c'est la même chose, heu, hein? 100 Ouais, Et ouais, ouais, ça 100. fonctionne beaucoup sur la tokenisation où quand on émet des tokens pour digitaliser une société, Mmh. les parts, les vraies parts, on peut leur mettre des droits de gouvernance, des droits de vote, des droits d'accès aux assemblées et cetera. Ce qui permet, voilà, d'avoir quelque chose, alors on pourrait dire plus transparent, plus impartial et cetera, mais qui permet pour un investisseur qui dit: «Bah, moi je voudrais mettre un petit peu d'argent dans telle ou telle société», bah, de pouvoir peut-être participer à la vie de cette société, quoi. Ça c'est la force aussi de la tokenisation, hein. On est sur la chaîne Token Yes, Talkers, hein, donc parlons-en. Donc effectivement, c'est la force de la tokenisation. trop bien. Bah, nickel, nickel. Beaucoup d'impact, hein, beaucoup, beaucoup d'impact. Est-ce que tu Ouais, vois ouais, énormément. d'autres, peut-être possibilités d'impact? Bah, là, c'était un petit peu les 2-3, Par exemple, les réseaux les sociaux, non? Je pense ouais, les que réseaux sociaux aussi, ça commence à se mettre en place en tout cas, hein. Ça commence à se mettre en place. Les réseaux sociaux décentralisés, il y en a déjà. Il y en a déjà qui sont en train de sortir. Ils ont du mal à se faire, une place, vraiment, face aux géants, comme, voilà, comme Facebook, Instagram, TikTok et cetera, évidemment. Mais tu as déjà des réseaux sociaux où tu peux même t'inscrire avec ton wallet et cetera. Mais voilà, je pense que ça viendra petit à petit. Ça viendra petit à petit quand les gens ils en auront marre de se faire exploiter leurs données, heu, mmh, ils le feront et tous les adeptes du Web3, des communautés qui sont en train de grandir, dans tous les cas, ils s'y mettent de plus en plus. Donc ouais, je pense qu'en tout cas, ça peut être vraiment ultra intéressant. En tout cas, pour moi, l'avenir des réseaux sociaux et j'espère, ça sera décentralisé et on pourrait même imaginer que, ouais, les personnes, plus, elles sont, engagées, plus elles participent, peut-être plus elles postent, bah, elles ont des récompenses en tokens. Après ces tokens, elles peuvent les utiliser pour faire d'autres choses. Il y a il y a plein de choses à faire avec ça, en tout cas. Ouais, ouais, c'est clair. ouais, c'est exactement ça. On m'avait proposé une start-up à financer qui est, alors je vais pas divulguer le nom ici parce que c'est sous, confidentialité. Mais la startup, très, très bonne idée. Pareil, réseau social, concurrent éventuellement de Meta, avec un système qui pourrait ressembler un petit peu à Instagram, où les gens peuvent publier en permanence tout ce qu'ils veulent. Il y a un genre, d'algorithme qui met en avant, les différentes choses par rapport aux connaissances et en fait, il y a un système de signalement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a pas, une entité comme Meta qui va aller vérifier si cette Ouais, photo, elle doit être supprimée ou pas supprimée et en fait, c'est plus les personnes vont liker ou signaler, plus l'algorithme va être précis et ouais, plus, par exemple, une photo va être supprimée. Si, par exemple, elle a été signalée 10 fois, automatiquement, elle va être supprimée. Si c'est juste une personne qui signale, ça ne sera pas supprimé. Et leur système était vraiment très, très intéressant. Il fonctionnait 100% sur la blockchain avec un système de vote où ils avaient, entre guillemets, chaque photo devenait un token et on pouvait voter pour ouais, ça. génial. Et c'était super intéressant et ça pouvait faire fonctionner de manière complètement autonome le réseau. Et je ne sais Est-ce pas où que ils en sont sur, est sur leur levée de fonds, mais c'était très intéressant. est-ce que ça devenait des NFT ou pas? Tu te rappelles? Il me semble pas qu'ils avaient, je sais qu'ils Non? ils parlaient beaucoup de NFT. Est-ce que c'était lié aux NFT? Je me souviens plus. Là, je pourrais pas OK. te dire. C'est vrai qu'on nous OK, propose OK. beaucoup, beaucoup de produits, mais OK. c'était super intéressant. C'était il y a à peu près une année et demie, on m'avait proposé ce produit-là, qui était encore trop récent et mais par contre, c'est juste le futur de pouvoir, avoir un espace numérique, complètement, démocratique, où chaque personne peut véritablement, contrôler les accès, les données. Par contre, ce qui était sûr, c'est que quand on mettait la photo, c'était pas, Instagram le propriétaire, Meta, Facebook et Ouais, compagnie, voilà, c'est ça. heu, Ouais, c'était toi. ouais, ouais.
OK. Tu étais propriétaire, donc effectivement, c'est Ouais, possible que donc la photo était mise en format NFT ou toi, tu étais propriétaire de ta photo et on ça savait devait la être, traçabilité de la photo, elle pouvait pas être copiée. Enfin voilà, on parle, hein, de la blockchain beaucoup, par exemple, sur tout ce qui est contrefaçon. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la blockchain pour, limiter les ouais, contrefaçons. le Bah, quand on parle de contrefaçon, ça on parle des fois de vêtements, de marques, mais ça peut être des contrefaçons d'idées, des ouais, copies d'idées et de choses comme ça. Donc c'est clair. gros impact aussi pour les grosses Ouais, entreprises qui vont devoir s'adapter, à ce système-là et des nouvelles qui vont grandir et qui vont s'adapter aussi, aussi à tout ça. yes, trop bien. Ça me fait penser, au niveau des idées, la tokenisation d'idées, bah, c'est quelque chose dont on parle, dans notre livre qui est sorti donc, lundi. Il est disponible, sur Amazon, qui s'appelle «La tokenisation, l'ouvrage de référence». Donc en gros, c'est le livre qu'on a créé, on a mis tout le condensé de savoir qu'on a accumulé depuis ces dernières années à travailler sur la tokenisation. On a mis donc nos idées à nous, notre expertise. On a évidemment ajouté aussi, des expertises avec des gens avec lesquels on travaille. Donc vraiment il y a tout en fait pour comprendre qu'est-ce que c'est la tokenisation, quelles sont les limites, quels sont les avantages, quels sont les cas d'usage, vraiment un maximum de choses. Je vous invite à aller, le voir directement sur Amazon. On avait déjà créé un premier livre, c'était plutôt un petit guide pour les personnes qui sont vraiment novices de chez novices, même dans les technologies, dans la finance et veulent juste avoir, on va dire, des explications en surface. Là, c'est vraiment du lourd. On est vraiment allé en profondeur. C'est un gros bouquin, mais qui va faire des heureux. En tout cas, ça c'est clair. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, Jean? Bah, oui, ça va faire des heureux parce qu'on arrive bientôt aux fêtes de Noël pour les personnes qui vont nous regarder avant Noël. Donc je sais pas si vous avez, la possibilité, d'offrir ou de pouvoir partager ce livre à des personnes qui sont nouveaux, il faut vraiment pouvoir le faire parce que typiquement quand vous en parlez par exemple à vos proches, à votre famille, il y en a beaucoup qui sont lecteurs et qui aiment beaucoup apprendre en lisant. Vous allez peut-être préférer apprendre en écoutant notre podcast et bah, bien sûr, bienvenue, on a un écosystème complet. Donc vous pouvez nous suivre par livre, vous pouvez nous suivre par audio, vous pouvez nous suivre aussi sur les chaînes YouTube, Instagram, Twitter, qui se développent, tous les jours et vraiment c'est là où vous voyez la force, de l'écosystème et si vous il y a quelqu'un qui va apprendre ce qu'est le futur, des transactions parce que quand on parle de blockchain, souvent on se dit: «Ah bah, c'est le futur de l'immobilier. Ah bah, c'est le futur de la finance, c'est le futur». Oui, c'est surtout le futur des transactions, qu'elles soient Ouais, financières, immobilières ou autres, votes et cetera. Ça va être de la transmission d'informations qui sera ultra, sécurisée et donc du coup, vous allez pouvoir expliquer grâce à nos livres ou offrir ce livre pour pouvoir que tout le monde puisse commencer à avoir au moins les bases grâce à cet ouvrage. C'est clair. 100. Hâte en tout cas d'avoir, vos feedbacks par rapport à ça. En attendant, mettez un maximum d'étoiles sur la plateforme de podcast depuis où vous nous écoutez. Un petit commentaire. On a vraiment hâte, de savoir, bah, ce que vous en pensez, ce que vous préférez. On fait plusieurs formats. Il y a aussi, de nouvelles personnes qui vont arriver. On va faire aussi un petit peu des interviews avec des personnes, des acteurs de la tokenisation en France. Il y a 3 épisodes par semaine. Voilà, on essaye de faire plusieurs formats aussi, pour voir un petit peu, bah, ce que vous préférez, ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, les choses qu'on pourrait améliorer. On est vraiment preneur de tout feedback pour que ça devienne vraiment le média numéro un de la tokenisation, en France. Tellement, tellement. C'est l'objectif, c'est déjà bien parti pour, surtout sur la partie, hein, Token Talker, c'est vraiment ça prend vraiment beaucoup de place, ça commence à toucher de plus en plus de gens et voilà, comme le disait Lupo, on va interviewer de plus en plus, d'acteurs de cet écosystème. Si vous voulez faire partie, des personnes qui sont acteurs déjà de l'écosystème, vous voulez partager vos informations, vos connaissances, vous voulez expliquer, qui vous Mmh. êtes, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail, team@tokentalkers.com, c'est écrit, juste en bas et Yes. vous allez pouvoir, commencer à rentrer avec nous et découvrir un petit peu ce que l'on fait. On a commencé aussi à mettre en place des événements, dans différentes villes de France. Il y en a pas 50, mais ça va continuer à grandir. Si vous-même, peut-être, vous voulez
organiser un événement dans votre ville, contactez-nous, on peut vous aider à le faire, le mettre en place. Donc Mmh. ça peut être très intéressant et en parler à la communauté qui est autour de vous dans votre ville et qui pourrait se déplacer. Donc voilà, n'hésitez pas, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Il y a pas mal de synergies, à trouver avec n'importe quelle personne, que vous soyez un spectateur, que vous soyez un utilisateur, que vous soyez un développeur dans l'écosystème. On est intéressé de travailler avec vous et de trouver des synergies tous ensemble. Yes, trop bien. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Token Talkers et on vous souhaite une très bonne journée. Merci tout le monde, prenez soin de vous, à très vite. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.